Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce mercredi 5 septembre 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'Ethereum et de son token, le ETH. Alors comme d'habitude, on va disséquer en deux parties, une partie fondamentale dans laquelle on va revenir sur ce qu'est Ethereum, sur ses nouvelles, sur ce qui se passe au niveau de la chaîne, et ensuite on se dirigera vers la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur, globalement, des prix d'achat, des prix de vente, on voit tout ça ensemble et ça commence tout de suite. Si on considère que BTC est le roi, on peut très bien considérer que Ethereum est la reine. Clairement, au niveau des cryptos, Ethereum, c'est celle qui a permis d'amener la programmabilité sur les blockchains. Clairement, c'est elle qui a inventé la notion d'argent programmable. C'est vraiment comme ça que ça se définit, grâce principalement à son langage qui est Solidity, dans lequel elle a inventé les smart contracts. Alors oui, Bitcoin est programmable, mais ce n'est sans commune mesure quand on regarde un petit peu les possibilités permises par Ethereum, et justement c'est le principe même d'Ethereum. C'est grâce à Ethereum qu'on a la notion de smart contract, donc cette notion de programmabilité, c'est grâce à Ethereum qu'on a la finance décentralisée, c'est grâce à Ethereum qu'on a les NFT par exemple, ou les solvent tokens, qui sont des bouts fonctionnels qui permettent justement de construire des smart contracts, donc des contrats intelligents, des bouts de code intelligents, qui sont de plus en plus complexes et qui permettent d'apporter de l'utilité pure et dure à l'ensemble de l'écosystème et globalement des blockchains. C'est le principe même, c'est ce qui a permis d'avoir l'avènement de la finance décentralisée dans les années 2020-2021 et qui a entraîné le bull run justement de cette époque-là, dans lequel on retrouve l'apparition des NFT, l'apparition des solvent tokens qui ont permis justement l'avènement de toute cette partie-là. Quand on parle d'Ethereum, on est obligé de parler de cette notion de scalabilité. Pourquoi? Parce que quand on parle d'Ethereum, on parle aussi, sur le précédent bullrun, d'avoir des frais à 150 $, 150 €, voire même 200 dans certains cas, juste pour faire un swap, donc juste pour échanger une crypto contre une autre, ou même les envois simples étaient dans les alentours de 80 $. Donc quelque chose qui était vraiment important et qui coûtait très cher, ce qui a permis d'avoir l'essor de plein d'autres blockchains qui se sont justement mis en place pour contrebalancer Ethereum et qui se positionnaient comme étant un Ethereum killer. En fait, ce qui s'est passé, ce qui s'est terminé comme consensus, c'est que Ethereum est devenu le protocole par défaut, un petit peu le protocole qui fait foi, dans lequel on définit maintenant la notion de EVM compatible, EVM étant Ethereum Virtual Machine, donc sous-entendu la couche technique qui permet d'exécuter smart contracts en Solidity, donc le langage d'Ethereum, c'est devenu vraiment en fait la norme. On a quelques projets qui sont en train de graviter autour, mais ça n'empêche que le gros du volume et le gros des développements se trouve sur tout ce qui est Ethereum compatible et sur Ethereum. Derrière, on a eu le lancement de la notion de Layer 2. Alors, à savoir que cette notion de scalabilité est problématique, on le sait, c'est-à-dire qu'Ethereum a un nombre de transactions très limité par seconde, dans lequel, forcément, quand on veut avoir une utilisation généralisée des blockchains, va poser souci et va entraîner une augmentation des coûts. Il y avait deux possibilités, soit il y avait une augmentation de la scalabilité d'Ethereum, soit, à côté, la construction de ce qu'on appelle maintenant des Layer 2, des layers 3, qui sont des couches par-dessus Ethereum, qui utilisent la sécurité Ethereum, mais qui ouvrent la possibilité d'avoir des milliers de transactions. Il faut voir ça comme étant une forme d'entonnoir, dans lequel on va avoir, plus on se dirige dans l'entonnoir, la partie haute, un nombre de transactions important, et plus on se dirige vers la couche basse, donc la layer 0, plus on va avoir une concentration de ces transactions. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant de roll-up, qui sont les technologies qui sont utilisées principalement pour scaler Ethereum. On va avoir les ZK Rollup Zero Knowledge Proof, donc qui permettent d'avoir à une preuve mathématique la validation d'un gros nombre de transactions sur Ethereum à faible coût, et on va avoir les Optimist Rollup qui sont encore un schéma à part. Mais globalement, on a un écosystème qui est en train de se construire au-dessus d'Ethereum pour pouvoir faire évoluer la chaîne. Et à côté, on a la blockchain en elle-même qui évolue au fur et à mesure. On a eu The Merge, dans lequel on est passé de Proof of Work en Proof of Stake il y a un an, à quelques jours près, donc ce qui est plutôt positif, ça je reviendrai un petit peu après au niveau de la tokenomics. Et ensuite, on a d'autres choses qui sont en cours de préparation, avec des mises à jour qui vont offrir de la scalabilité au sein d'Ethereum. Parce qu'il faut comprendre que les ZK Rollup, à la base, Ethereum n'était pas fait pour pouvoir avoir en fait des layers 2, d'accord? Donc la gestion de la donnée pure a été pas faite pour pouvoir la structurer de cette façon-là, et la mise à jour qui est en préparation et qui devrait arriver va permettre d'avoir une réduction des frais colossale au niveau des rollups et qui permettra justement d'avoir une augmentation du nombre de transactions des rollups. Donc je pense que là, on va avoir quelque chose qui va être très fort, non pas forcément au niveau des terrains, mais au niveau des différents rollups et donc une diminution des coûts d'exploitation de ceux-ci. Alors, je vous ai parlé de The Merge parce que c'est un niveau qui est important, on est passé en Proof of Stake qui a entraîné pas mal de choses.
le fait que Ethereum est devenu maintenant quelque chose qui est désinflationniste, qui est vraiment désinflationniste. On voit que malgré le fait qu'on a très peu de transactions, on a diminué la max supply d'Ethereum de moins 0,26%, donc sur un an, globalement un peu moins d'un an, bientôt à un an, hein, bientôt la fête de The Merge. Donc on est dans quelque chose qui est déflationniste. Alors oui, mais ça, il faut comprendre que c'est le cas uniquement quand on a une augmentation des transactions. Le bel exemple serait d'aller regarder ici sur 30 jours, dans lequel on a eu un mois d'août, dans lequel on a eu très peu de volatilité, très peu de transactions. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une augmentation de la max supply, parce qu'on a eu très peu d'utilité au niveau d'Ethereum. Donc forcément, on va avoir à côté un max supply d'Ethereum qui va fluctuer en fonction du nombre de transactions. Alors il faut comprendre aussi derrière qu'il y a pas mal de choses. Ça veut dire que si on arrive dans un mode de scalabilité, ça sous-entend qu'on va avoir une diminution du nombre de transactions sur Ethereum, donc une diminution de la déflation, ce qui est vrai, sauf que elle sera compensée forcément par une augmentation de la scalabilité des autres blockchains. Plus ça va être scalable, plus on aura de transactions, plus on aura du coup de transactions aussi sur Ethereum, ce qui est logique. Donc je pense qu'on arrivera assez vite à une forme d'équilibrage. Pour moi, je vis sur une max supply dans les alentours de 100 millions d'Ether. Au niveau du stacking, c'est très important, grâce à la mise à jour justement de Proof of Stake et de Chapella, on a eu ici la possibilité de pouvoir déposer donc ces Ethers, c'est toujours le cas, mais surtout de les retirer, et retirer aussi le stacking, les récompenses de stacking que l'on avait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a permis d'avoir une augmentation du nombre d'Ethers qui sont lockés, donc on voit très bien cette courbe en violet qui fait que pousser depuis justement la mise à jour qui se trouvait ici, et qu'on a une diminution du nombre de retraits et une augmentation du nombre de dépôts. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'Ethers qui sont stackés, de plus en plus d'investisseurs qui sont en confiance et qui investissent. On est plus de 22% de la totalité des Ethereum qui sont lockés dans les validateurs, ce qui est plutôt positif, et on voit que au niveau de la validation, on est quand même quelque chose qui est plutôt décentralisé par rapport à ce que l'on avait peur il y a peu, et dans tous les cas, il y a des modifications qui sont en train d'arriver, que ce soit avec la Quant Extraction ou surtout de la validation décentralisée. Il y a plein de projets qui sont en cours, donc ils vont permettre de régler et de même faciliter justement cette partie-là. Alors par contre, Ethereum, là on arrive dans cette notion qui est une des craintes autour d'Ethereum, c'est que le projet en lui-même devient de plus en plus complexe, devient de plus en plus lent en fait à se développer, de plus en plus lent à évoluer, parce qu'il est complexe, parce qu'il a énormément de cash et de TVL, de Total Value Lock, donc d'argent qui sont bloqués sur le protocole, donc il y a vraiment des enjeux qui sont très importants. Et plus on va avoir des enjeux importants, plus à ce moment-là on aura un développement qui sera long, qui sera justement rempli de précautions pour éviter d'avoir une erreur. Et justement cette lenteur, certains acteurs l'accusent et basculent justement sur des protocoles qui sont plus simples et plus évolutifs, comme par exemple le Cosmos SDK, donc l'environnement Cosmos, qui permet de développer sa propre AppChain pour pouvoir justement construire. Et c'est là où on se pose la question de l'évolution. Est-ce que oui, le but de Ethereum, c'est d'être le protocole par défaut? À ce moment-là, est-ce que ça va pas être quelque chose qui va être trop lent à se développer, qui va bloquer l'évolution des blockchains? C'est un peu l'idée. Est-ce que Ethereum va arriver justement à garder ce rythme d'évolution et même accélérer ce rythme d'évolution en gardant justement la notion de protection de son écosystème? C'est vraiment pour moi le gros challenge des 5-6 prochaines années au niveau d'Ethereum. Alors, ceci étant dit, nous avons terminé la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique qui se développe vraiment très facilement à travers des vagues héliotistes, où nous avons une vague 1, vague 2, 3, 4 terminées du coup en juin, et on finit la 5 en novembre 2021, dans lequel on a un retracement classique en ABC. Donc on est vraiment dans une dynamique classique de vague héliotiste, dans lequel on va retrouver plusieurs éléments une fois qu'on a terminé. Alors, je vais vous dire, on a ici ce qu'on appelle une réaccumulation de Wyckoff qui est à travers une distribution de Wyckoff. La réaccumulation se trouve ici, le début, avec un BC-AR-ST, le ST a pris la liquidité du BC, donc on est bien dans une réaccumulation de Wyckoff, et nous sommes à côté dans une distribution en BC-AR-ST SO, donc ça sous-entend que dans tous les cas, dans les deux schémas, on sera sur un nouvel ATH, avec derrière une prise de liquidité de l'ATH existant. Ça, on en discutera un petit peu après. Dans tous les cas, nous sommes actuellement dans le Sign of Weakness, donc qui est la zone d'accumulation long terme que l'on retrouve généralement toujours dans les réaccumulations et dans les distributions de Wyckoff. Donc nous sommes ici dans cette pattern qui est plus une forme de range, hein. Je pense qu'on a trouvé une borne haute ici, et je pense qu'on est là sur la borne basse ici, et dans lequel on va osciller avec ici un selling climax, un ST, donc SC-ST-AR, donc quelque chose qui est classique, arrêt de latence baissière, on retrace, on reteste, et ce qu'on va attendre, c'est idéalement soit un nouveau retest, soit une prise de liquidité avec un STB. D'accord, le STB et le spring ne sont pas obligatoires, mais il faut le prendre en considération au vu des évolutions du cours. Pourquoi? Parce qu'actuellement, quand on regarde l'état des courbes, ce n'est pas positif.
quand on regarde et qu'on compare Ethereum par rapport à BTC, on voit qu'ici on est allé casser le lot précédent, alors que BTC on a bien tenu. Là c'est plutôt problématique dans le sens où on a bien une pattern qui se met en place, ici avec des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas, donc on a une dynamique baissière court terme qui est en train de se statuer. Ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce qu'on prend la liquidité ou pas de ce lot-là, qui est très important, qui est le lot justement des 1368. Si on arrive à tenir là-dessus, ce sera plutôt positif. J'ai tendance à dire qu'il faut impérativement qu'en weekly, on clôture au-dessus de ce niveau-là, pour se dire qu'on arrive à tenir sur le long terme. Pour moi, on est vraiment ici en train de travailler une zone de résistance, dans lequel on a en plus le 0,5 de Fibonacci du mouvement, du dernier mouvement, d'accord, de ce mouvement-là qui est en train de se faire, qui correspond d'ailleurs, je ne l'ai pas tiré, mais on va prendre celui-là et on va le retirer, vous allez voir l'écart, on voit qu'on est sur la partie 0,5, mais on n'y est pas encore arrivé, d'accord, sur le mouvement total. C'est pour ça que je pense que le mouvement en lui-même n'est pas terminé, on est plus dans une première phase, dans laquelle on va avoir une seconde phase qui est cohérent par rapport à l'analyse que j'ai au niveau du BTC, où on ira chercher potentiellement sur le BTC les 22 000, et donc sur Ethereum, potentiellement aller chercher ici 0,786, les 1300, dans lequel on a bien cette réaccumulation ici, avec une rupture haussière, et donc on ira retester cette rupture haussière, et combler ici cet imbalance, donc qui me semblerait tout à fait cohérent, voire même un petit peu plus agressif pour aller chercher les 1250 avec un niveau qui se trouverait dans cette zone-là. Voilà pour les zones d'achat. Dans tous les cas, ce qu'il va falloir attendre, c'est une rupture de cette partie-là, dans laquelle on doit créer une pattern de rupture. Pour ça, ça va être justement redynamisé en ayant un break ici d'un high, pour ensuite structurer la partie basse et repartir à la hausse. Là, on aura un signal intéressant pour se dire que, en effet, on va repartir à la hausse. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme target en tête? Bah, les premières choses, ça va être forcément aller ici liquider les 3600, dans lesquels c'est sûr et certain, on va avoir un sell-off qui va être effectué. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont bloquées dans cette zone-là. Beaucoup de personnes sont lock ici et sont en négatif depuis. On sait que la moyenne des Ethers, enfin du prix des Ethers qui sont lockés est dans les alentours de 2000-2100, donc beaucoup de personnes sont en négatif et sont en attente justement de plus-value. Et c'est sûr que quand on arrivera quelque part avec déjà un 50%, il y a une partie des personnes qui vont faire un retrait pour pouvoir liquider. Donc là, on aura certainement un sell-off, et ensuite on ira chercher le nouveau ATH pour aller chercher pour moi grande vague 1, grande vague 2, avec un objectif 1,618, premier objectif qui me semble cohérent, avec 8687 sur une fin de bull run dans lequel on aurait du coup un afflux de liquidité, la mise en place d'un Ethereum comme étant vraiment protocole par défaut, et là, à ce moment-là, je pense qu'on pourra avoir une valeur supérieure au niveau d'Ethereum et à chercher une target qui va être supérieure avec le 2,618, donc le niveau supérieur du ratio de Fibonacci, donc ratio supérieur lié au nombre d'or 1,618, donc on irait chercher les 13 500, donc vraiment une valorisation conséquente d'Ethereum, liée tout simplement à l'utilité grandissante qu'elle va avoir et à une concentration de sa valeur à travers principalement le burning et la diminution de la max supply. Donc ça, c'est pour moi impérativement sur un bull run, vous l'avez compris, s'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de diminution de la max supply, s'il n'y a pas de diminution de la max supply, c'est autant qu'on n'a pas de concentration de la valeur et qu'on n'a pas d'utilisation de la blockchain. Donc pour moi, tout est lié et il va falloir attendre un retour des liquidités et avoir pourquoi pas un arc narratif supplémentaire qui se greffe autour d'Ethereum, qu'on a pu le voir avec les NFT, dans lequel on pourra avoir une valorisation supplémentaire d'Ethereum en tant que protocole par défaut. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je suis sûr que vous allez apprécier celle que j'ai effectuée sur Avax, la crypto d'Avalanche, dans lequel on est dans un moment de bain de sang, on va pas se le cacher, je vous mets le lien ici, on se retrouve demain à 7h pour une nouvelle vidéo.